Voilà, donc je me présente, bonjour, je suis Isabelle Momy et je suis coordinatrice de la plateforme médico-sociale pour la filière de santé Brain Team. Alors Brain Team, ça va peut-être pas vous parler, je ne vais pas rentrer dans le détail. Brain Team, c'est la structure qui coordonne tous les centres de référence et les centres de compétences pour la filière de santé, donc maladies rares, qui coordonne donc tous les centres de référence et de compétences qui correspondent aux pathologies de la filière. Donc aujourd'hui, il y a plus de 500 pathologies dans la filière, dont les vôtres. Voilà. Donc moi, je m'occupe de la plateforme médico-sociale, donc c'est un petit peu pas concret pour vous. Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce que c'est, puisque ce sont... la plateforme, en fait, c'est plutôt des réponses qu'on essaye de vous apporter, surtout et essentiellement par téléphone, sur toutes les questions liées à ce qu'on appelle le médico-social. Donc le médico-social, c'est quoi? C'est toutes les questions d'accès aux droits, d'accès sur des lieux de vie, d'accès au dossier MDPH, si ça vous parle pour certains. Ben voilà, en fait. Donc on travaille, nous, avec les assistantes sociales des centres de référence et des centres de compétences. Donc bien souvent, quand il y a une assistante sociale, c'est vers elles qu'on vous dirige parce qu'elles ont les réponses. Et puis, dans certains centres de référence ou certains centres de compétences, il n'y a pas d'assistante sociale ou parce que le suivi, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas eu dans le centre de référence ou dans le centre de compétences, ce qui fait que vous ne savez pas vers qui vous adresser pour tout l'accès à ces droits-là. À ce moment-là, n'hésitez pas, la plateforme de ressources médico-sociales peut vous aider à trouver les réponses. Soit on vous réoriente vers le service à proximité de votre lieu de domicile, c'est parce que vous ne l'avez pas repéré, ou soit il n'existe pas, et ben de toute façon on vous aidera, on ne vous laissera pas seul. L'objectif, c'est de ne pas laisser seuls les patients et leurs familles face à toutes les questions qui peuvent se poser quand on a une maladie rare du système nerveux central. Donc les questions elles sont très larges parce que le champ du médico-social, c'est extrêmement large. Donc je ne voulais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, ça ne marche même pas. Je ne peux pas avancer mon truc. Bon, la technologie, ça avance pas. Ça a bloqué. Non, c'est pas. Ah voilà. Voilà. L'objectif de la plateforme, c'est que les patients ne se retrouvent pas seuls face à toutes leurs questions qu'il peut y avoir et les décharger de cette charge de travail. Enfin, ce n'est pas une charge de travail, ce stress que ça peut générer, toutes les démarches parfois administratives que vous avez à faire pour ouvrir des droits. Donc la plateforme, elle organise par exemple des webinaires, donc je les donne à l'association qui vous les transfère. Des webinaires, alors on a choisi le soir. À vous de nous dire après si vous préférez à d'autres moments. C'était la majorité des personnes qui souhaitaient le soir, donc on s'adapte aussi aux besoins. Donc tous les mois, on vous propose des webinaires en fonction en fait des thématiques qui ont été données par les associations de patients de la filière. Donc si vous avez des idées de thématiques, n'hésitez pas à m'en faire part. Le prochain webinaire pour votre information, c'est le 17 décembre et c'est justement sur le droit des aidants. Voilà, donc jusqu'alors nos webinaires n'étaient pas enregistrés, c'était une faiblesse, je dirais, de l'organisation. À partir de janvier 2026, tous les webinaires seront enregistrés, ce qui fait que vous pourrez les avoir sur le site de la filière à disposition en replay. Et puis pour les anciens webinaires qu'on a fait, on est en train de faire des postcards qui seront aussi mis à disposition, mais plutôt au second semestre 2026. Pareil sur le site de Brain Team avec toutes les thématiques qu'on a déjà entamées. Donc pour vous donner un ordre d'idée, il y a eu sur l'invalidité pour les personnes qui travaillent, le droit à l'invalidité, alors en plus fonction publique ou hors fonction publique, parce que c'est pas pareil. On a eu aussi beaucoup d'informations sur tout ce qui était les mesures de protection juridique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, c'est les mesures de tutelle, curatelle. On a fait aussi des webinaires sur les droits aux assurances et aux prêts, quand on a une maladie rare et que c'est annoncé, parce que parfois ça a un impact avec les assurances. Donc ça, c'est le service juridique. Donc moi, j'organise, mais c'est un professionnel spécialiste et expert sur la thématique qui intervient.
Et puis au mois de janvier, je ne sais pas si vous êtes trop concernés, on a sur la nouvelle réglementation du permis de conduire. Alors là, c'est une nouveauté, c'est un webinaire débat, puisqu'en fait, ce n'est pas simplement vous informer de la nouvelle réglementation. Donc il y aura évidemment cette information-là. Il y a déjà sur notre site internet un petit fascicule qui avait été fait lié à un webinaire qu'on a fait il y a 2 ans de ça sur la réglementation fait par notre service juridique. Là, c'est un webinaire débat. Donc il y aura un représentant du ministère des Transports via évidemment la sécurité routière qui nous parlera de cette nouvelle réglementation. Il y aura aussi l'intervention d'une assurance, parce qu'évidemment, ça peut avoir un impact. Il y a des conséquences qui peut y avoir si vous ne passez pas devant un médecin agréé avec une maladie rare du système nerveux central. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y aura aussi le témoignage d'associations de victimes et aussi d'associations pour vous montrer aussi quelles sont les alternatives qui peuvent exister si vous avez une exclusion du permis de conduire, une restriction ou un aménagement à avoir. Et puis, il y aura la parole aussi de nos associations de patients sur un petit peu le ressenti qu'ont les patients avec cette nouvelle réglementation. Tu voulais intervenir, tu peux, Bérangère. Voilà, donc, mais c'est effectivement suite à ça qu'on a fait. Donc c'est les associations de patients, c'est vous qui nous avez dit il faudrait que tu refasses un webinaire parce que voilà, ça a un impact au niveau des adhérents. On sentait qu'il y avait beaucoup de matière à faire. Donc n'hésitez pas, c'est au mois de janvier là, le webinaire, il sera aussi enregistré, de toute façon, il sera en replay. Donc si vous avez aussi, vous, des thématiques qui sont peut-être spécifiques aussi à votre pathologie, on peut aussi organiser un webinaire, inviter un expert ou plusieurs experts, et puis qui abordera la thématique que vous aurez retenue. Donc pour 2026, pour l'instant, les thématiques qui ont été retenues par les associations de patients, je les regarde parce que je ne me souviens plus de toutes. Donc il y a sur l'invalidité, je vous le remettrai de toute façon sur voilà, je vous le remettrai sur le site internet. Donc il y a tout ce qui est sur l'invalidité, le dossier MDPH, la PCH, la prestation compensatrice du handicap. On ne va pas rentrer dans les détails. Et puis aussi, il va y avoir tout un aspect, mais là, je pense que vous êtes moins concernés, sur tout ce qui est la vie à domicile, avec toutes les prestations, certaines prestations qui peuvent exister, qu'on peut solliciter et que vous ne connaissez pas toujours. Comme l'hôpital à domicile, comme les SIAD, comme les SAVS, comme les SAMSA. Alors là, c'est du jargon purement médico-social. Je ne vais pas rentrer non plus dans le détail. Voilà, donc c'était vraiment le maintien à domicile cette année. Et il y aura sans doute aussi un webinaire, puisque ça m'a été demandé, ça peut vous intéresser, sur le travail, la maladie neuroévolutive et le travail. Quand on travaille, comment ça peut se passer pour maintenir le plus longtemps possible son activité professionnelle. Voilà. Ça, c'est des idées de webinaire, donc on travaille pas mal là-dessus. Et on travaille aussi beaucoup au niveau de la filière, parce que nous, dans le champ des maladies rares du système nerveux central, il y a vraiment un impact important avec ce qu'on appelle le dossier MDPH. Donc le dossier MDPH, ça ouvre beaucoup de droits, mais en même temps, s'il est mal rempli, donc on n'a pas encore clos toutes nos informations, s'il est mal rempli, vous pouvez effectivement avoir des rejets ou des réponses de l'MDPH qui ne correspondent pas à ce que vous attendiez ou ce que vous avez demandé. Donc on a fait beaucoup d'actions nous, au niveau national, là, du coup, auprès directement des MDPH. Donc là, aujourd'hui, la filière est bien repérée au niveau des MDPH sur les maladies rares. Donc quand ils ont des questions, aujourd'hui, on voit, ils commencent à nous solliciter. Nous, on les renvoie en fait sur les centres experts, parce que c'est plutôt les centres experts qui n'ont pas repéré. Et puis, on a fait aussi, je ne sais pas si vous étiez mardi dernier à la journée des associations de patients ou en distanciel, non? C'est pas grave, c'est parce que ça n'a pas d'importance, c'est parce qu'il a été présenté, donc ça peut peut-être vous intéresser, il a été présenté un outil numérique d'aide au remplissage du dossier MDPH. En fait, l'idée, c'est de se dire, alors, j'organise aussi tous les premiers lundis de chaque mois, donc lundi prochain, il y a un webinaire. Il y a des webinaires qui existent
en fin de soirée. Alors ça, pareil, on peut décaler l'horaire si jamais il y avait d'autres besoins. Pour l'instant, les personnes qui m'avaient sollicité étaient bien branchées sur le 18h30, 20h. Donc on organise des webinaires sur le dossier MDPH. C'est vraiment un premier niveau. On ne va pas vous aider à remplir là votre dossier MDPH. On va simplement déjà vous donner des consignes et des recommandations déjà qu'on a bien repérées nous sur nos pathologies pour essayer de mieux remplir votre dossier MDPH. Et puis si dans un second temps vous avez besoin vraiment là d'un conseil personnalisé, on vous invite à prendre un autre rendez-vous, mais là en individuel. Donc en plus de ces rendez-vous médico-sociaux qui sont des webinaires, on s'est dit il y a aussi des personnes qui peuvent se documenter personnellement à tout moment aussi, parce que l'avantage d'un outil numérique, c'est qu'à tout moment vous pouvez l'allumer. Hein, si vous ne pouvez pas dormir, vous pouvez très bien l'allumer à 1h du matin. Moi, je ne vous ferai pas des webinaires à 1h du matin. Donc du coup, il y a aussi des personnes qui peuvent s'auto-former à la constitution du dossier MDPH. Donc il y a un guide numérique qui va sortir en janvier, enfin même normalement c'est en décembre 2025. Voilà. Sur lesquels donc c'est très axé sur nos pathologies neuroévolutives. Et on vous donne des conseils, donc ça a été fait en présence aussi de MDPH. C'est-à-dire qu'il y avait des représentants d'MDPH dans le groupe de travail pour nous dire, eux, ce qu'ils attendaient aussi d'un dossier MDPH. Il ne suffit pas de dire ce que nous, on veut. Il y a aussi, eux, pourquoi parfois notre dossier ne passe pas, pourquoi des fois ils n'ont pas compris la situation. Donc ça nous a permis aussi de voir les points un petit peu de vigilance qu'on pouvait vous donner sur certaines choses qu'il fallait remplir. Entre autres, la page 8 du document qui est hyper importante et qui semble vraiment anodine parce qu'en fait, c'est une page vide. Et donc, si vous ne la remplissez pas, notamment dans nos pathologies, bien souvent, la MDPH manque d'informations sur les conséquences de la maladie rare sur votre vie quotidienne et donc ne va juger qu'en fonction du certificat médical ou de ce qu'elle aura compris de votre contrainte dans la vie de tous les jours. Voilà. Donc il y a plein comme ça d'astuces qui sont données. Et puis pour vous aider aussi dans ce dossier numérique, donc je ne peux pas vous le faire voir parce qu'il me fallait la connexion Internet, ça ne passe pas. C'est que du coup, on va vous donner des exemples concrets sur comment rédiger. Parce que des fois, rédiger une feuille blanche, on ne sait pas trop ce qu'on va y mettre dedans. Et notamment j'ai pointé tout à l'heure sur vos pathologies, la difficulté de faire voir à une MDPH cette notion de fatigabilité. Si vous dites que vous fatiguez, ce n'est pas suffisant pour l'MDPH pour comprendre finalement l'impact de cette fatigue sur votre vie quotidienne. Vous, ça vous semble évident puisque c'est votre quotidien, mais pour l'MDPH, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc du coup, n'empêche que si vous ne pointez pas qu'il y a des difficultés de fatigabilité, ça a beaucoup d'incidence finalement sur l'organisation de toute votre journée. Donc en fait, c'est tout ça qu'on vous montre dans le dossier et comment valoriser par exemple la fatigabilité, comment on arrive à écrire des choses pour que l'MDPH comprenne que cette fatigabilité-là, elle a bien un impact sur votre vie quotidienne. Voilà, donc je vous invite à aller voir. Et puis, j'en profite, si jamais vous avez des dossiers MDPH, on est preneur justement de ces fameux dossiers pour alimenter des exemples pour d'autres personnes. Voilà des exemples concrets de ce qu'on fait. Donc ça, j'ai parlé. Alors, il faut savoir aussi que, en plus du dossier MDPH qui existe et qui est obligatoire pour avoir certaines aides, il existe un dossier complémentaire MDPH pour les maladies rares. Donc, il est en accès libre depuis 1 an. Donc, il n'a pas été bien repéré. C'est normal, ça fait qu'1 an. Donc, nous, on en fait beaucoup d'informations parce qu'en plus, on a beaucoup participé au sein de la filière. Et ce document-là, par rapport à nos pathologies, et notamment sur les critères de fatigabilité, ces critères de ce qu'on appelle de handicap invisible, et qui pourtant a un impact très important pour obtenir des droits sur la MDPH, je vous invite, alors du coup je ne peux pas vous le faire voir, je vous invite à le remplir aussi. Donc je vous enverrai, on a fait alors il y a eu un webinaire en juin qui a été fait avec la CNSA. La CNSA, c'est un peu le chef de toutes les MDPH. Donc on a fait un webinaire national avec toutes les filières de santé maladies rares, les équipes relais handicap rares et la CNSA. Donc c'était important parce que la CNSA, c'est le représentant quand même des MDPH pour expliquer ce dossier-là, pour donner de l'information, puisqu'on se rend compte qu'aujourd'hui,
Même certaines MDPH, quand vous demandez le dossier complémentaire, disent qu'il n'existe pas. C'est un peu dommage, parce que ça existe. En plus, c'est sur leur site, c'est sur le site Mon Parcours Handicap. Et donc, du coup, plus il y aura un nombre de personnes qui diffusera l'information, plus l'information passera. Et donc, ça, je vous le donnerai. Donc, il y a un flyer qui a été fait pour vous expliquer ce que c'est que le dossier MDPH. Vous n'êtes pas obligé de... Voilà. Et il y a des replays, donc ça, vous pourrez aller consulter tout seul. Et puis, le dossier, il est en accès libre. Le dossier MDPH maladie rare, il est à remplir par les patients. C'est un formulaire en plus du classique. Et nous, on fait le certificat médical habituel. Okay. En fait, il peut être rempli, ce dossier complémentaire, par tout le monde, sauf le médecin, entre guillemets. Pourquoi ? Parce que le médecin, c'est le certificat médical déjà existant qui vraiment correspond à ce qu'ils veulent. Donc là, ça peut être... on voit beaucoup aussi, nous, dans certaines de nos pathologies, ce sont des services d'aide à la personne qui remplissent le dossier. Pourquoi ? Parce que c'est l'impact de la maladie sur la vie quotidienne. Donc comme ils viennent à domicile, ils savent aussi, eux, ce qu'ils font. Et en fait, ça donne beaucoup plus d'informations au MDPH pour comprendre finalement ce qu'a besoin la personne. Il y a toute une partie justement sur le handicap invisible, sur la fatigue, sur le stress, parce que c'est pareil, les situations de stress, c'est pas si évident que ça. Ça a un impact des fois sur quand on est stressé, on peut pas conduire. Quand on est stressé, dans certaines situations, on peut pas prendre les transports en commun parce que c'est pas possible. Eh ben, tout ça, ça aide à pointer les difficultés. Alors c'est pas un dossier qui quelque part est peut-être agréable à faire parce qu'il faut pointer les difficultés. On a toujours envie de dire ce qui va, ce qui est normal. Mais là, il faut pointer tout ce qui ne va pas. Et donc, en fait, ce n'est pas un dossier qu'on fait comme ça en 5 minutes. C'est un dossier qui va se travailler dans le temps, où des fois, on met des choses en disant, tiens, ah bah ouais, ça, je ne le fais pas finalement, ou ça, des fois, je le fais, mais pas toute seule. Et en fait, c'est à force en fait, de réfléchir qu'on vous amène à cheminer, à réfléchir pour pointer tout ce qui ne va pas. Voilà, donc c'est un dossier qui vous amène aussi à vraiment mettre en avant les besoins que vous allez avoir pour le dossier MDPH. Donc là encore, dans le dossier complémentaire MDPH, il y avait des représentants de MDPH. C'est ça qui nous a aidé à construire le dossier. Ça a mis 1 an pour... ça aurait été trop simple. Ça a mis 10 ans. C'est pas pareil, il y a un 0 de plus pour qu'il soit officialisé. Donc pour vous montrer les enjeux que ça avait, il fallait que tout le monde soit d'accord, donc toutes les filières déjà de santé et maladies rares, avec les équipes Rôle Handicap Rare et en plus de ça, avec les représentants des MDPH. C'est pour ça qu'on est, maintenant qu'on a mis 10 ans pour le faire, il est maintenant en accès libre, il faut vraiment l'utiliser. Voilà, alors on a des MDPH quand même qui le connaissent bien, puisque certaines témoignent aujourd'hui pour dire qu'elles en voient un intérêt. Donc après, c'est pareil. Si vous demandez simplement une reconnaissance travailleur handicapé, c'est peut-être pas la peine d'utiliser ce dossier-là. Il n'est pas non plus à utiliser tout le temps. Ça dépend en fait des demandes et de vos besoins et de la maladie. Pour vous aider, donc en plus des webinaires en fait sur le dossier MDPH, il y aura aussi en 2026, pour ceux que ça intéresse, ce qu'on appelle des ateliers pour écrire. Alors ça, c'est ceux notamment qui n'ont pas d'assistante sociale dans leur centre de référence, pour vous aider à rédiger uniquement la partie, cette fameuse page 8, vous verrez, on en fait beaucoup de publicité, la page 8 du dossier MDPH, c'est ce qu'on appelle la vie quotidienne. C'est simple, alors c'est dommage parce que je ne peux pas vous le transférer, c'est une partie libre. Donc en fait, il n'y a pas de questions, il n'y a rien, ce qui fait que vous ne savez pas ce qu'il faut mettre dedans. Alors, ça s'appelle plus projet de vie. J'ai été vigilante pour ne pas l'utiliser parce que je dis il ne faut plus que je l'utilise. C'est ce qu'on appelait autrefois le projet de vie. Ils ne l'appellent plus comme ça. Ça s'appelle vie quotidienne. Voilà, vie quotidienne. Ce qui fait que les gens, c'est encore pire, ne savent plus trop ce qu'il faut mettre. C'est quoi mon projet de vie ? C'est ça. Voilà. Mais comme c'est libre et que c'est une feuille blanche, finalement, les gens ne voient pas trop ce qu'il faut remplir. C'est pour ça que nous, dans notre guide numérique, on met des exemples et après, une fois que vous avez des exemples, vous dites « Ah bah ouais, ça je sais, puis je sais écrire ». En tout cas, il y aura des ateliers, donc pareil, ils vous seront ouverts et il y aura une partie enfants, parce qu'il y a aussi, dans le dossier MDPH, pour ceux qui ont des enfants, toute la partie vie scolaire. Et dans la vie scolaire, il y a une partie, je ne sais plus la page là par contre, où c'est aussi c'est une partie libre. Et donc là, c'est pas toujours facile de la remplir. Or, c'est celle qui a le
beaucoup d'importance pour que les MDPH comprennent vos droits. On vous informera aussi, pour votre information quand même, donc nous on fait beaucoup de veille, il doit y avoir, ça a été annoncé, une réforme du dossier MDPH. Alors, c'est génial, mais en même temps, vu la lourdeur des choses, ça ne sera pas pour demain. Mais on vous en informera parce qu'entre autres, dans les objectifs qui sont donnés, c'est un meilleur traitement évidemment des dossiers, mais c'est surtout une accélération des dossiers, parce qu'on a des dossiers qui sont parfois longs, ou des fois ça met 6 mois, 1 an même. Normalement, dans la loi, c'est 4 mois. On est loin des 4 mois dans beaucoup de MDPH, donc en fait, il y a des objectifs qui ont été fixés au MDPH. Entre autres, ceux-ci, il y a aussi une simplification du dossier qui est annoncé. On n'en sait pas plus, mais c'est pareil, ça ne va pas non plus être pour demain. Donc ça, on vous le dira dès qu'il y aura évidemment des événements importants. Et puis, sachez aussi que nous, ce qu'on fait beaucoup, donc si ça vous intéresse, il ne faut pas hésiter, on fait beaucoup de colloques et de formations auprès, nous, justement, des professionnels pour les sensibiliser à nos pathologies et, du coup, à prendre en charge nos patients. Voilà, donc l'année dernière, cette année, on a fait 4 colloques et on a fait une vingtaine, en fait, de formations en distanciel sur nos pathologies. Alors, on peut le faire aussi sur votre pathologie, parce que là, on ne l'a pas fait jusqu'à là. Si ça vous intéresse de faire un webinaire à destination, alors dans les partenaires, c'est les MDPH, donc ça, c'est pas mal. Ça peut être aussi ce qu'on appelle les PASS, ça ne va pas vous parler, c'est les structures qui sont en train de monter les dossiers scolaires pour les dossiers MDPH, le lien entre l'école et la MDPH. Donc tous ces partenaires-là, du coup, sont invités à un webinaire et ce sont les experts, nous, médicaux, qui vont parler de la maladie. Et puis après, il y a toute une partie sur les besoins d'accompagnement social. Voilà, donc si ça vous intéresse, on peut aussi en 2026 organiser quelque chose. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. S'il y a des questions, il ne faut pas hésiter, parce qu'en fait, c'est très très large la partie médico-sociale. L'objectif, c'était plutôt de voir quels étaient vos besoins, puisque nous, en fait, on adapte plutôt nos actions en fonction des besoins des patients, des besoins des familles. S'il n'y a pas de besoin, c'est tant mieux. Mais s'il y a des besoins, il ne faut surtout pas rester sans réponse. Moi, j'ai une question. Parce qu'il y a beaucoup de patients qui se demandent s'ils ont besoin... Hop, je vais changer de place. Attention, j'arrive. Mets-toi à côté de moi, Bérangère. Mais non, parce que je ne tiens pas debout, je suis fatiguée, pardon. Et est-ce qu'il y a quelque chose pour aider les patients au quotidien? Des aides à la maison, quoi? Parce qu'à chaque fois, on nous dit non, il n'y a rien. Si, alors il y a des aides techniques, par exemple, ou des aides humaines. Voilà, on est plus dans ce registre. Voilà, donc vous me dites si après je rentre dans mon jargon. Donc il y a des aides humaines, donc des services d'aide humaine qui peuvent venir vous aider, et le financement, parce qu'il y a quand même qui prend en charge. Entre autres, ça peut être, mais pas que, ça dépend des situations. C'est là où vous voyez que le médico-social n'est pas simple de répondre tout de suite, mais d'une manière générale, ça peut rentrer éventuellement dans le cadre de la prise en charge de la PCH, la prestation compensatrice du handicap, via du coup le dossier MDPH. Si on est âgé, c'est l'APA par exemple. Donc en fonction des situations, oui, il y a des financements possibles pour financer les aides humaines. Et pour les jeunes, c'est pareil. Soit ça rentre dans le cadre de l'AEH, ou soit ça rentre dans le cadre de la PCH. Ça, c'est possible. Et les aides techniques, c'est pareil. Il existe aujourd'hui des services gratuits. Alors, le problème qui peuvent vous donner des conseils techniques sur comment vivre au quotidien chez vous et voir si éventuellement il y a du matériel, au sens très large, le matériel, pas forcément le fauteuil roulant, mais ou simplement sur l'organisation de ce que vous faites. Vous pouvez des fois le faire différemment, et du coup ça peut vous enlever de la fatigabilité. Donc en fait, c'est des ergothérapeutes qui viennent à domicile, qui vous donnent du conseil technique, là, on appelle ça technique au sens large, et après vous allez ou pas suivre leurs conseils. Donc ça existe aussi. La difficulté dans le médico-social, tout existe, ça c'est sûr. Simplement, c'est pas forcément le même nom. Ça, c'est la France est très spécialiste pour ça. Je ne sais pas chez vous dans les autres pays, mais en France, tout existe, mais c'est jamais le même nom en fonction des territoires. Donc du coup, c'est ça qui vous perturbe aussi, parce que ce qui existe en Loire-Atlantique, donc c'est généralement porté par des structures, le nom n'est pas le même d'un département à l'autre.
Et donc, du coup, vous n'arrivez pas forcément à retrouver. Alors, par exemple, pour les aides techniques, il existe des éclates. En plus, c'est moche comme mot. En plus, c'est un E, un grand Q, un U et 2 grands A. Enfin, pour vous, ça ne vous parle pas, quoi. Et en fait, c'est dommage parce qu'en fait, il y en a dans beaucoup de départements. C'est en train de se développer. Sauf que vous ne pouvez pas les retrouver forcément sur Internet parce qu'ils ne s'appellent pas tous pareil. Ils ne sont pas gérés par les mêmes structures. Par contre, ils ont tous la même mission, donner du conseil technique gratuitement à domicile des personnes en situation de handicap. Donc en fait, c'est là où nous, en tant que plateforme, on peut vous aider. C'est que, généralement, c'est ce que font les gens. On me dit, voilà, on cherche une aide technique, on habite à Paris. Et qu'est-ce qui existe à Paris ? Donc on a fait un aide mémoire aussi, j'aurais pu vous le prêter, je vous l'enverrai. On a fait un aide mémoire pour aider les patients en disant qui peut m'aider à remplir le dossier MDPH. Donc on vous liste comme ça des grands noms de structures. Alors pour le dossier MDPH, c'est surtout les services sociaux. Mais services sociaux des centres de référence, service social de l'hôpital. Après on décline, service social d'un CCAS, service social d'une entreprise. Si vous êtes salarié, c'est pas mal aussi. Donc on vous aide un petit peu déjà à repérer, mais ça ne vous donne pas géographiquement les coordonnées, parce qu'en fait, c'est toujours différent. Là encore, tout ce qui est dossier MDPH, un service social, c'est toujours un service social, c'est toujours le même nom. Par contre, sur des aides techniques notamment, il y a vraiment des noms différents. C'est comme les plateformes de répit. Il existe des plateformes de répit dans tous les départements, sauf qu'elles ne s'appellent pas pareil, elles ne sont pas gérées par les mêmes associations, mais globalement, elles apportent le même service. Donc le plus dur pour vous, c'est de trouver, parce que des fois, il faut... Voilà, et puis on se dit, avec Internet, on devrait trouver. Non, on ne trouve pas. Il n'y a pas une liste nationale de tout, parce qu'en fait, comme c'est payé par les départements, chaque département a sa liste, ça serait, voilà, mais ne la communique pas d'une manière globale. Voilà. Donc nous, on est là aussi pour vous aider à repérer ces structures-là et à voir celle qui vous correspond en fonction de votre besoin. Vraiment, moi, je vous encourage à aller sur le site de Brain Team parce qu'il y a plein d'outils, effectivement. Et j'essaie de vous faire tourner un maximum les infos. Des fois, j'oublie. C'est important d'y aller et de profiter des droits que vous avez. C'est pas profiter, c'est faire valoir. Non, c'est pas profiter, c'est faire valoir. Ouais. Mais parce que des fois, on n'ose pas, en fait. Moi, il y a plein de fois où je prends un taxi pour aller à l'hôpital, par exemple. Jamais. Je prends ma voiture, c'est pas grave, je galère, mais c'est pas grave, je me gare loin, c'est pas grave, je vais y arriver. Alors qu'en réalité, on aurait peut-être droit à un transport, enfin, on a droit à un transport, c'est sûr, mais c'est pas. Donc, profitez dans le sens où vous y avez droit, donc allez-y. Ouais, puis les connaître, parce qu'après, vous les connaissez, moi, je connais pas. Vous les sollicitez ou pas. Ça, c'est honnêtement, en dehors du dossier MDPH, je suis comme tout le monde, je fais mon dossier MDPH, je l'ai rempli comme j'ai pu, j'ai eu mon certificat médical. Où j'ai bien pleuré devant. Et quand on l'envoie, voilà, on reçoit des cartes, c'est super, enfin, les reconnaissances, les machins, mais qu'est-ce que je peux demander ? À quoi sert la MDPH ? À quoi ça correspond même Voilà, à quoi ça correspond ? À quoi on a droit ? C'est un peu le flou, ouais. Mais ça, c'est normal, parce que c'est beaucoup de choses, en fait. Donc moi j'ai une question par rapport à la PCH. Je me rappelle quand j'étais sortie de l'hôpital, donc c'était l'hôpital qui avait fait mon dossier MDPH pour moi. Et j'avais une ergothérapeute et une personne de la MDPH de mon secteur qui était passée à la maison et qui m'avait dit que je n'aurais droit à personne à la maison parce qu'il fallait que je sois beaucoup plus malade et que la fatigabilité, ils n'en tenaient pas compte. Il fallait limite que je sois alitée ou que je ne puisse pas sortir de mon fauteuil pour que je puisse demander à avoir quelqu'un qui m'aide à la maison. Alors, dans le cadre, effectivement, de la PCH, ce qu'on appelle aide humaine, donc c'est la prestation compensation de handicap aide humaine, il faut, alors je ne vais pas rentrer dans les critères, mais au moins être reconnu par la MDPH à 80% d'invalidité. Et pour être reconnu à 80% d'invalidité, si c'est, entre guillemets, que la fatigabilité que vous mettez en avant, ça va être compliqué pour la MDPH de mesurer cette fatigabilité. C'est pour ça que le dossier il est très important à tout détailler de qu'est-ce que vous entendez vous par fatigabilité et de montrer en fait à MDPH qu'il y a plein de choses que vous ne pouvez pas faire à cause de la fatigabilité pour être reconnu à 80%. Alors attendez, à 80% par l'MDPH, pas par la sécurité sociale, parce que des fois il y a des confusions. D'accord.
Alors là, je ne pourrais pas dire parce que chaque situation est différente, mais ça aurait peut-être mérité de faire un recours. Je me permets juste de rajouter quelque chose, c'est que c'est vrai que le dossier MDPH, comme vous l'avez dit, c'est très important de bien le remplir, de prendre du temps. C'est très long, hein, la partie patient. Et la partie médecin, c'est quand même 8 pages. Et c'est assez long. Et c'est vrai que d'expérience, les patients parfois appellent nos assistantes en disant « il me faut un certificat » ou « il faut le renouveler ». Et donc, c'est pas fait résultat en consultation. Et c'est dommage parce que c'est vraiment normalement un temps dédié de consultation qu'il faudrait prendre pour bien lister les difficultés. Il faut mettre des croix, effectivement, en fonction des difficultés que rencontrent les patients. Et le médecin traitant, là, il joue quand même un rôle aussi très important. Normalement, d'ailleurs, le certificat, il doit être rempli par le médecin traitant. Alors, ils ne connaissent pas forcément la maladie rare, donc ça peut être en association avec le neurologue, mais il faut vraiment prendre un temps dédié. Parfois, on nous demande un peu dans l'urgence de remplir, mais c'est vraiment très important parce que, comme vous l'avez dit, si on ne le remplit pas bien, parce qu'on n'a pas le temps, hein, après, ça ne passe pas. Après, il faut faire des recours. On peut faire des recours, mais tout ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc, il vaut mieux se prendre du temps au départ pour bien le faire, et, mais avec votre médecin. Alors, c'est vrai que je n'ai pas parlé du certificat médical, je ne voulais pas noyer les gens, mais il est hyper important. Et alors par contre, moi, il y a moins de règles avec du recul. Des fois, il y a des médecins traitants qui le remplissent hyper bien parce qu'ils vous connaissent depuis très très longtemps. Ils prennent du temps aussi avec vous, donc du coup, ils savent. Et puis alors aussi, on vous invite, nous souvent d'ailleurs dans l'outil numérique, c'est une recommandation qu'on fait, c'est de préparer quand vous demandez au médecin. D'abord, on dit de demander une consultation que pour ça. Parce que c'est du temps pour le médecin. Donc, et si vous voulez que le médecin vous parle et qu'il ne remplisse pas simplement, il faut bien qu'il vous pose des questions. Donc, ça demande du temps. Donc, c'est vraiment une consultation. Et en plus de la consultation, nous, des fois, on vous invite à lire le dossier médical qui est vierge, puisque vous pouvez le télécharger sur Internet, pour aussi pas pré-remplir à sa place, vous n'êtes pas médecin, mais dans certains des fois, il y a des questions, c'est vraiment sur la vie quotidienne et votre médecin n'est pas chez vous. Donc il ne peut pas savoir en fait ce qui se passe. Donc si vous ne lui dites pas, il ne peut pas savoir, il ne peut pas échanger avec vous. Donc du coup, le mieux, c'est déjà vous d'y réfléchir en disant, tiens, là, je fatigue parce que... Et lui soumettre, et c'est lui qui après remplira évidemment donc vous aussi vous avez un rôle dans je trouve le certificat médical de préparer aussi sur toute la partie d'impact de la maladie rare sur la vie quotidienne pour lui soumettre, échanger avec lui. D'ailleurs, des fois, ça permet aussi que le médecin comprenne ce que vous vivez au quotidien. Médecin, neurologue ou centre de référence, je dirais, il faut prendre celui qui vous connaît le mieux et qui connaît le mieux la pathologie, mais pas simplement envoyer le dossier, le laisser et le récupérer dans un quart d'heure ou le lendemain. C'est vrai que généralement, ça ne le fait pas, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Brenteam, Bren, B-R-A-I-N, et Team comme une équipe, T-E-A-M. Mais je vous donnerai le PowerPoint que j'avais préparé. Et j'ai oublié de vous dire, comme ça sera la conclusion. Depuis cette année, on a mis en place une permanence téléphonique. Donc, alors, permanence téléphonique ou mail. Comme ça, voilà, si on ne vous répond pas. Voilà, donc on vous les donnera, il n'y aura pas de souci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Isabelle.